Donc, bonjour Pierre Molot, donc spécialiste du plancton. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours professionnel un peu et qu'est-ce qui vous a marqué surtout dans votre carrière? Ouais, mon parcours professionnel a été un peu atypique, comme on dit, puisque j'ai démarré dans la mécanique, travaillé en usine, et puis après je me suis retrouvé avec des biologistes marins pour travailler sur les crevettes, les poissons, les coquillages, mais surtout sur tout ce monde invisible qui n'est pas facile à observer, qui est le plancton. Donc ça a été mon parcours en début dans les années 60-70, quoi. Et ensuite, dans les années 80, j'ai travaillé dans l'enseignement pour transmettre mes savoirs. En l'espace d'une dizaine d'années, j'avais acquis assez de connaissances pour pouvoir commencer à transmettre ces savoirs aux jeunes aquaculteurs de demain, quoi. Hein. Et voilà, donc ensuite, j'ai été amené à travailler pour les lycées de pêche. Et je suis venu à Sète, ici, travailler en Méditerranée, travailler au lycée maritime de Sète pour accompagner les professionnels de la mer sur l'observation du plancton. Voilà, et des étangs aussi languedociens. J'avais besoin de comprendre comment les lagunes du Languedoc-Roussillon fonctionnaient. Voilà. Donc ça a été un grand moment ici pour moi. Et ensuite, j'ai terminé ma carrière au ministère de l'Agriculture et de la Pêche, où là, j'étais chargé d'animer un réseau aquacole, c'est-à-dire tous les lycées de France qui faisaient de l'aquaculture venaient dans mon laboratoire pour apprendre des méthodes pédagogiques d'enseignement pour enseigner le plancton et tout, qui est la base de la chaîne alimentaire. Quand on veut y faire du poisson, des coquillages et des crustacés, si on n'a pas compris comment le plancton fonctionne, on a tout faux. C'est un peu comme un agriculteur qui s'intéresserait aux micro-organismes du sol. Hein, les micro-organismes du sol, c'est le ferment, c'est la vie de toutes les plantes et des animaux ensuite qui vont manger ces plantes. Donc c'est très important. Hein, donc je fais beaucoup de parallèles entre les micro-organismes du sol, l'agronomie des sols et l'écologie de l'invisible. D'accord. Et dans quel projet êtes-vous investi maintenant, dans les observatoires scientifiques, tout ça? Donc pendant une quarantaine d'années, j'ai travaillé pour les professionnels de la mer, les pêcheurs, les ostréiculteurs, les paludiers, les saliculteurs qui récoltent des sels dans les marais salants. Ça, c'était 40 ans de ma vie. C'était très intense, mais très passionnant. Et puis, j'ai profité aussi pour faire le tour du monde, parce que voir un peu ce qui se passait en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Et puis, aujourd'hui, depuis que je suis à la retraite, depuis maintenant 8 ans, 9 ans, là, je consacre mon temps aux citoyens, parce que je pense que le plancton, c'est pas seulement une affaire de scientifiques, ou de spécialistes, ou d'enseignants, ou de professionnels, mais c'est aussi l'affaire des citoyens de la planète. Et donc mon travail, c'est de rendre accessible le plancton au plus grand nombre, en créant justement ce qu'on appelle des observatoires citoyens du plancton. Donc en parlant de plancton, quel est le rôle des larves dans le plancton, justement? Le rôle des larves, quand on dit larves déjà, on peut dire qu'on est dans ce qu'on appelle le zooplancton. Et dans le zooplancton, on a ce qu'on appelle le plancton permanent, le zooplancton permanent, les copépodes, les rotifères, tout ce qu'on a vu ce matin, tous ces micro-organismes qui resteront plancton toute leur vie. Et après, il y a ce qu'on appelle le zooplancton temporaire. Ces animaux qui sont temporairement larvaires, quoi. Alors, c'est quoi? C'est les larves d'huîtres, les larves de crevettes ou les poissons. Tout ça font partie des larves, puisque tu m'as posé la question, qu'est-ce que c'est le rôle des larves? Voilà. Et une fois qu'ils ont métamorphosé, ils vivront leur vie d'adulte ensuite, quoi. Donc, quels sont les facteurs qui influent sur leur développement? Alors, ce qui influe sur le développement des larves, puisque c'est la question que tu me posais, c'est les pollutions, bien sûr, c'est la dégradation de la qualité des eaux. Alors, quand on dit qualité des eaux, alors on pense tout de suite les marées noires, par exemple, mais il ne faut pas oublier aussi les excès en minéraux, comme les nitrates, les phosphates, qui ont trop grande importance, qui arrivent par le ruissellement des rivières. Et aujourd'hui, c'est les pesticides, quoi. Les pesticides qui apportent vraiment une dégradation de la qualité des eaux et qui impactent ce qu'on appelle la base de la chaîne alimentaire, le phytoplancton. Et quand on touche au phytoplancton par des produits chimiques, c'est tout l'édifice qui s'écroule, en fait. Et à partir de là, à chaque fois qu'on réduit la diversité du phytoplancton, on réduit la diversité du zooplancton,
on réduit la diversité des poissons, des coquillages et des crustacés. Donc voilà, là, pour moi c'est l'impact. Alors bien sûr maintenant on parle du réchauffement climatique, ça c'est un autre sujet, mais qui joue aussi un rôle important dans la production de plancton. Et donc pensez-vous que les eaux de la baleine ont accentué le développement larvaire dans le marais? Oui, quand la baleine a été mise dans ce marais, dans cet étang là, où là on a demandé aux bactéries de dégrader la matière organique, hein, parce qu'il y avait les os, il y avait le squelette, il y avait la chair, voilà, donc il fallait bien des organismes qui dégradent ça, c'est pas simple. Donc ça a été des quantités astronomiques de micro-organismes, souvent des bactéries, hein, qui ont nettoyé. Mais quand les bactéries augmentent, ça pose un problème, parce que quand les bactéries augmentent, elles consomment l'oxygène, et d'un seul coup, les poissons qui vivaient, voilà. Donc il faut un peu de temps, et après ça se calme, l'oxygène revient parce qu'il y a le vent qui vient apporter sa contribution, ça se réoxygène, les bactéries font leur boulot, et puis une fois que ces bactéries ont complètement dégradé la matière organique de la baleine, quoi, bah, à leur tour, ces bactéries se transforment en sels nutritifs, en sels minéraux. Et après, bon, ça réenrichit le milieu. Et d'un seul coup, le phytoplancton, qui a besoin de ces apports nutritionnels, hein, des sels minéraux, bon, on les retrouve grâce aux bactéries qui ont dégradé les baleines. Donc c'est circulaire, quoi. Et une dernière question, donc y a-t-il des proies et des prédateurs dans le zooplancton? Et si oui, quels sont-ils? Ah bah bien sûr, il y a des compétiteurs, des proies, c'est terrible. Hein. Voilà, il y a les petits, les moyens, les gros, et même dans la même espèce, il y a les gros qui mangent les petits, hein, qui vont manger les larves. Hein. Donc bien sûr, il y a de la compétition. Hein. C'est terrible. Hein. Quand on regarde une goutte d'eau comme ça, on a l'impression que c'est calme, c'est beau, hein, mais c'est une question de survie féroce pour ces animaux. Et c'est très touchant parce que, voilà. Hein, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi, quoi. Mais bon, j'espère que c'est pas notre cas à nous, parce qu'on va pas s'amuser à manger les petits. Mais voilà, donc bien sûr, il y a des compétiteurs, hein, et puis il y en a qui occupent le terrain. La nature a horreur du vide. Quand il y a une espèce qui disparaît, hop, il y en a une autre qui va occuper le terrain. Alors, si c'est des bonnes larves qui sont dans le réseau trophique intéressantes, ça va. Si c'est des larves qui posent des problèmes de maladie ou qui transportent des pathogènes, de toute façon, là, c'est un gros problème. Hein. Donc voilà, la compétition est dure, hein. C'est féroce, c'est comme une forêt vierge en fait. Hein. Quand elle devient intense, tout ça se dégrade et ça repart et la nature renaît de ses cendres. Hein. Voilà. Donc pas de souci pour la nature et du plancton. De toute façon, même si l'homme n'existait pas, le plancton, lui, continuera. Il est là depuis 3,5 milliards d'années, donc il en a vu des vertes et des pas mûres. Il a survécu à 5 extinctions totales. Pas les dinosaures, ils n'ont pas survécu les dinosaures. Mais le plancton a survécu. C'est ça qui est intéressant. Je dirais, nous, pour moi, quand je regarde le plancton, le zooplancton, j'ai l'impression de regarder des petits dinosaures qui ont survécu à toutes ces catastrophes. Bah, merci beaucoup en tout cas de nous transmettre tout votre savoir. Merci à vous, c'est sympa.